À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et justement, un drame dans la capitale israélienne hier soir lors d'une manifestation importante contre la conscription des élèves des yeshivot. Un jeune manifestant orthodoxe a trouvé la mort. Et oui, effectivement, Ilana, il s'agit de Yosef Eisenthal, 14 ans, qui avait apparemment bloqué avec un groupe de manifestants un autobus. Le chauffeur de l'autobus qui était à l'arrêt a alors brusquement démarré. Il a percuté le jeune garçon, l'a happé sur plusieurs centaines de mètres avant que le jeune garçon ne soit écrasé par les roues du véhicule. Les sauveteurs sont accourus très rapidement sur place dans le quartier de Romema, mais ils n'ont rien pu faire pour le sauver. Il a fallu attendre près d'une heure avant que les sauveteurs, les pompiers, ne parviennent à extraire le corps du jeune garçon sous l'autobus. Les obsèques de Yosef Eisenthal auront lieu ce matin et débuteront à partir de la yeshiva où il étudiait dans le quartier de Ramoth à Jérusalem. Alors comment on explique un tel développement, Daniel ? Oui, effectivement, l'enquête suit son cours. Le chauffeur de l'autobus affirme, lui, qu'il s'est senti menacé par les manifestants et qu'il a voulu se frayer un chemin dans la foule. Selon lui, l'un des manifestants s'est accroché à l'autobus, peut-être même le jeune garçon qui est décédé. Et il a appelé, donc le chauffeur a appelé la police pour exprimer ses craintes. Il y a effectivement une preuve de son appel, mais les témoins attestent que le chauffeur a ensuite démarré et traîné le jeune adolescent donc sur plusieurs centaines de mètres sans s'arrêter, et ce en dépit des cris des manifestants qui ont assisté à la scène. Il aurait blessé également 3 jeunes manifestants, mais plus légèrement. Le chauffeur a été arrêté par la police et il est actuellement interrogé, mais après cet incident très grave, des manifestants orthodoxes se sont livrés à des émeutes dans le même quartier de Romema. Ils ont lancé des pierres en direction de chauffeurs de bus et de taxis. Il faut souligner que le rassemblement avait été organisé par une des branches les plus radicales du monde orthodoxe, farouchement opposée à tout enrôlement dans Tsahal. Alors beaucoup de réactions dans les partis orthodoxes, évidemment, à ce tragique développement. Oui, en particulier dans le parti Chasse, le parti orthodoxe séfarade, qui exige de la police qu'elle enquête sur les circonstances du drame. Une enquête poussée et sans compromis, dit-on, au sein du parti Chasse. Au sein de Chasse, on affirme que les images d'un chauffeur de bus traînant un adolescent orthodoxe sur plusieurs centaines de mètres sont effrayantes et elles ne peuvent rester sans réponse. Il faut préciser qu'avant l'incident, des milliers de manifestants orthodoxes avaient violemment protesté donc, contre la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. À présent, un point sécuritaire qui nous conduit jusqu'au sud Liban. Effectivement, Tsahal a annoncé avoir éliminé hier soir 2 terroristes du Hezbollah au sud Liban. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que les 2 terroristes tentaient de restaurer les infrastructures militaires et du mouvement terroriste chiite au sud Liban. Côté israélien, on affirme qu'il s'agit là d'une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu. Dossier Israël-Syrie, le Premier ministre parle de progrès dans les pourparlers entre Jérusalem et Damas. Oui, Benyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël et la Syrie étaient sur la voie d'un accord diplomatique. Les pourparlers avaient été suspendus ces derniers mois. Ils ont repris avec le soutien des États-Unis. Cet accord pourrait, lorsqu'il serait signé, permettre le désarmement des milices hors la loi qui sont déployées en particulier dans le sud de la Syrie. Et puis on considère que Damas pourrait même accepter l'idée de l'ouverture d'un bureau israélien de liaison dans la capitale syrienne. Ce qui paraît pour l'instant toujours un peu peu probable, on va dire plutôt utopique. Et alors que le régime iranien, lui, est fragilisé par la protestation populaire, il continue à menacer Israël et les États-Unis. Oui, les Iraniens ont pour la première fois hier évoqué ouvertement la possibilité d'une frappe préventive contre l'État d'Israël. Un communiqué publié par le Conseil de défense de l'Iran affirme, je cite, que l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Iran sont une ligne rouge à ne pas dépasser. 2 informations diplomatiques. Alors la première se rapporte à une visite historique du chef de la diplomatie israélienne au Somaliland. Oui, une semaine à peine après l'instauration de relations diplomatiques entre Israël et le Somaliland, Gideon Sa'ar s'est rendu dans ce pays. Il a été reçu par le président Abdelrahman Mohamed Abdallah. Les 2 hommes ont débattu d'une coopération diplomatique sécuritaire et commerciale entre les 2 pays. Et l'on parle plus discrètement de l'installation d'une structure logistique d'information, d'espionnage israélienne sur le territoire du Somaliland afin de surveiller les déplacements des unités de Houthis de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Et puis toujours sur la scène diplomatique, Benyamin Netanyahou a reçu hier à la présidence du Conseil à Jérusalem une délégation de députés japonais. Oui, c'est assez rare, suffisamment rare pour qu'on le mentionne, même brièvement. Le Premier ministre s'est félicité effectivement de la visite de ces députés japonais. Il les a remerciés pour le soutien régulier apporté par le Japon à l'État d'Israël, en particulier depuis le début de la guerre. Israël et le Japon, je vous le rappelle, entretiennent d'étroites relations diplomatiques et commerciales, en particulier dans de multiples secteurs, en particulier dans le domaine de la haute technologie.
Et puis enfin, politique intérieure pour terminer, la coalition est en difficulté dans la promotion d'une commission d'enquête nationale sur les massacres du 7 octobre. Oui, et de facto, on parle au sein de la coalition gouvernementale d'une course contre la montre pour parvenir à faire voter le projet de loi du député Likoud Ariel Kellner qui mentionne la création d'une commission d'enquête paritaire nationale et non pas une commission d'État, il faut noter la nuance, avec des élus de la coalition et de l'opposition. Mais en raison d'une surcharge de travail au sein de la commission parlementaire des lois, il n'est pas du tout certain que cette loi puisse être préparée et votée en seconde et troisième lecture avant la fin de l'actuel mandat de la Knesset. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Un véritable printemps printanier. Les températures seront relativement clémentes, on va dire même très clémentes. 19 degrés pour ce début du mois de janvier à Jérusalem, 21 degrés à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Kalfon. Maître Kalfon, bonjour, Boker Tov. Daniel. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, on ne peut pas commencer cet entretien sans évoquer ce drame qui s'est produit hier à Jérusalem lors d'une manifestation de mouvement tendance ultra-radicale du monde orthodoxe contre l'enrôlement des élèves des yeshivot. Un jeune garçon de 14 ans a été tué, Yosef Eisenthal. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé hier soir à Jérusalem ? C'est une tragédie, hein. On peut être que très triste de voir un enfant, un jeune homme mourir dans une manifestation. Ça ne devait pas avoir lieu. Et j'imagine qu'il y aura une enquête sur ce chauffeur de bus qui est apparemment l'auteur de cet acte. Évidemment, apparemment, il y avait aussi une situation problématique. Les manifestations ont débordé et apparemment, il a été aussi attaqué. Il va falloir évidemment voir exactement ce qui s'est passé là-bas. Actuellement, on n'a pas tous les éléments en main, mais il est évident que ce n'est pas normal qu'un enfant, qu'un jeune homme meure dans une manifestation. Et c'est triste parce que ça fait déjà la deuxième fois, si vous vous souvenez, il y avait une autre manifestation il y a quelque temps, et là c'était aussi un jeune ultra-orthodoxe qui avait sauté d'un immeuble. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est triste que des manifestations se finissent par des annonces de décès de manifestants. C'est pas ce qui est censé avoir lieu, et je crois que c'est censé être un réveil pour nous tous. De plus de cohésion, de plus d'entente, et aussi au sein de la communauté ultra-orthodoxe qui a le droit de manifester évidemment, mais cela devrait se faire selon certaines règles et sans débordement. Alors justement, sans débordement, mais là effectivement on a le sentiment que ces derniers jours, eh bien, on va dire au moins les tendances, les branches les plus radicales du monde orthodoxe amplifient leurs manifestations, leurs protestations. Il s'agit souvent de protestations et d'hommages, on va dire, à ceux qui sont réfractaires au service militaire, qui ont été interpellés par la police militaire et qui ont été après libérés. Tout cela donne un climat à la procédure de vote de la loi Bismuth. Vous pensez d'abord, vous, Yom Tov, est-ce que vous pensez que d'abord la loi a une chance d'être votée d'ici que la dissolution du Parlement, d'ici les prochaines élections ? C'est une bonne question, difficile à savoir. Si la loi reste comme elle est en l'état, elle sera peut-être votée de justesse avec l'appui des ultra-orthodoxes, puisqu'actuellement la loi est plutôt favorable au monde ultra-orthodoxe et donne de facto une exemption assez large au monde ultra-orthodoxe. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une révolte au sein du Likoud et au sein du parti de Smotrich. On a entendu quelques députés réfractaires. J'ai entendu notre ami Danny Louz, j'ai entendu le ministre Sofer, le ministre de l'intégration. Mais vous savez, la coalition a une large assise de 68 députés. C'est possible aussi que les partis ultra-orthodoxes vont faire un accord avec les partis arabes de manière traditionnelle. Le parti Chasse et le parti Yahadut HaTorah fait des alliances avec les partis arabes sur les questions qui sont liées
au monde ultra-orthodoxe, et les partis arabes ne votent pas généralement les lois qui vont à l'encontre des partis ultra-orthodoxes. Il y a une très grande amitié entre Ari Ederi et Mansour Abbas, nous le savons, et les partis arabes. Donc c'est possible que même s'il y a une révolte au sein de la coalition, les partis orthodoxes arriveront à faire passer cette loi, peut-être indirectement avec le soutien des partis arabes, et donc la loi passera. Et peut-être que du coup, ça va calmer un peu le jeu, en tout cas au niveau des ultra-orthodoxes et de leur révolte. Et je crois qu'on est justement dans la période un peu sensible. Tant que la loi n'est pas passée, évidemment, ils font part de leur réprobation de tout ce système de l'enrôlement, et le ton monte. Et donc, on est dans la période, on va dire, un peu sensible jusqu'à que la loi passe. Surtout que la guerre s'est plus ou moins arrêtée. Donc, si vous voulez, ils trouvent peut-être plus de légitimité à manifester maintenant que pendant la période où nous étions de manière plus profonde dans la guerre. Alors, ces manifestations, elles interviennent alors que, paradoxalement, c'est une donnée qui a été rendue publique hier, plusieurs centaines d'élèves de yeshivot orthodoxes se sont enrôlés dans la brigade des Hashmonaïm. On parle de 537 qui se sont enrôlés depuis le début de la semaine, d'encore 160 qui doivent s'enrôler jusqu'à la fin de la semaine. Ça veut dire on est près de plus de 700 orthodoxes qui s'enrôlent. Est-ce que vous avez le sentiment que y a c'est, on va dire, une sorte de prélude à un changement quelconque d'attitude au sein du monde orthodoxe, qui n'est peut-être pas aussi radical que les manifestants d'hier? De manière générale, on parlait pendant de nombreuses années d'une tendance d'enrôlement du monde ultra-orthodoxe dans l'armée. Moi, j'ai personnellement servi dans le Nahal Haredi, dans le Netzach Yehuda, il y a plus de 20 ans, et déjà à l'époque, il y avait déjà une tendance. De facto, dans les chiffres, on est quand même loin du compte. C'est-à-dire que même lorsque vous parlez de 500, de 600, il y a aujourd'hui plus de 80 000 ultra-orthodoxes qui sont en âge de rentrer à l'armée. Donc vous voyez, lorsqu'on parle de 500 ici, 600 là, ou la loi de Bismuth qui parle d'en faire rentrer 4000 ou 5000, ça reste une très petite portion du potentiel public qui peut s'enrôler à l'armée. Alors évidemment, c'est toujours positif, c'est toujours mieux que zéro. 500, c'est mieux que zéro, mais encore une fois, sur une base de 80 000, on est quand même loin du compte. Alors, je voudrais maintenant que l'on s'arrête sur un autre projet de loi qui serait pour l'instant apparemment en difficulté. C'est une information de ce matin sur le projet de loi sur l'instauration d'une commission d'enquête nationale. On ne sait pas trop comment l'appeler, gouvernementale, mais certainement pas une commission d'enquête d'État sur les événements du 7 octobre. Je voudrais avoir votre position à ce sujet. Vous pensez qu'on peut trouver un compromis sur ce dossier-là, sans être obligé de vous faire voter une loi avec, là encore, peut-être une majorité étriquée? Encore faut-il le vouloir, le compromis, Daniel. J'ai pas l'impression que, vous savez, le compromis, c'est que les deux parties qui sont pas d'accord s'arrivent à trouver un accord. J'ai du mal à voir, en cette année électorale, les partis trouvent un accord. C'est-à-dire que Netanyahou, d'une part, acceptait une vraie commission d'enquête, mamlartite, comme on dit, c'est-à-dire nationale, qui le mettrait évidemment en cause, et ces choses qu'il veut éviter à tout prix, je le vois mal accepter, surtout qu'il a des élections bientôt, et qu'il préférera donc aller en élection sans avoir ça sur le dos. Et d'un autre côté aussi, je vois mal, en l'occurrence le juge Amit, président de la Cour suprême, qui a aussi des positions assez extrêmes dans l'autre sens, accepter de renoncer à ses prérogatives officielles qui sont déjà dans la loi. Pour ça qu'en principe, il n'y a pas besoin de faire voter une loi. La loi existe. La loi qui dit qu'on peut nommer une commission d'enquête nationale républicaine, mamlartite, existe. Le seul problème, c'est que cette commission est nommée par le président de la Cour suprême. C'est ce que fixe la loi depuis qu'elle a été votée il y a des dizaines d'années. Mais vous le savez, Yom Tov, vous êtes juriste. Cette loi, effectivement, cette commission, elle est nommée. Enfin, les membres de cette commission sont nommés par le président de la Cour suprême, mais le mandat de la commission, il est décidé par le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais je pense que le gouvernement, vous savez, le mandat, vous savez, Daniel, le mandat, à ce niveau-là, je pense qu'il est assez évident. La question, c'est plutôt la composition des membres de la commission. Et Netanyahou veut avoir
un certain contrôle de cette composition parce qu'il s'intéresse aux conclusions qui évidemment vont le mettre en cause. Le problème, et c'est pas la première fois, Olmert s'était comporté exactement comme Netanyahou après la seconde guerre du Liban. Il avait tout fait pour empêcher la commission Vinograd de l'époque, si vous vous souvenez, de travailler, parce qu'il avait peur des conclusions. C'est presque naturel, j'ai envie de dire, pour un Premier ministre qui est aussi impliqué dans une si grande catastrophe, mais la loi fixe que c'est cela, c'est ce qui a été fixé après la guerre de Kippour. Golda Meir n'a pas empêché après la guerre de Kippour la commission Kahan de l'époque. C'est ce qui s'est passé après la première guerre du Liban aussi. Et donc, j'ai envie de dire, c'est dommage qu'on n'avance pas sur ce point-là, mais c'est vrai on aurait pu trouver un compromis qui est sur la table, qui n'est pas la loi qui veut être votée, mais qui est que le président de la Cour suprême nomme la commission en collaboration avec son adjoint, le vice-président, qui est le juge Solberg, qui est beaucoup plus apprécié, on va dire, beaucoup plus consensuel, on va le dire. Public. Pardon, le juge Solberg a une kippa sur la tête, habite dans le Gaucher de Sion et on va dire est plus apprécié par le monde de la droite israélienne, et donc ça aurait pu créer un certain équilibre sans avoir besoin de changer la loi. Mais comme ça a été signalé par votre collègue Amit Segal dans son dernier papier de vendredi dernier, de manière paradoxale, le juge Amit et Netanyahou ont un intérêt commun. Le juge Amit ne voudrait pas lâcher ses prérogatives au juge Solberg, et ça arrange Netanyahou du coup, puisque ça va empêcher le compromis, et donc on va rester dans la situation actuelle. Paradoxalement, on va dire les deux extrêmes s'entendent. Parce que de facto, vous avez le sentiment que cette commission, elle est capable de, après 2 ans de guerre, alors qu'on considère que ces travaux vont être longs, elle est capable de faire la justice véritablement. Si on la compare à la commission d'enquête à Granat après la guerre de Kippour, celle-ci avait très vite commencé ses travaux, très vite terminé, amené ses conclusions au bout de quelques mois. Là, on est déjà 2 ans après. Ça semble peu probable qu'on voit une telle commission aboutir à des conclusions. C'est une bonne question que vous posez, mais il le faut. À un moment donné, il faut qu'il y ait une institution sérieuse qui s'assoie de manière la plus objective possible, même si on sait que l'objectivité, c'est quelque chose de pas évident, et qui nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé. Ça reste la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël, la guerre la plus dure de l'histoire d'Israël, et c'est quand même une évidence qu'il faut enquêter. Et enquêter, je pense, de manière la plus large et la plus approfondie possible. Vous avez parlé tout à l'heure du mandat. Personnellement, j'ai pas de problème à ce que le mandat soit large. Certains ont parlé du fait qu'il fallait remonter en arrière très loin, peut-être remonter aux accords d'Oslo, remonter à la Hitnatkout. Je suis personnellement pour cela. Il y a pas de problème. On remontera aussi loin où qu'il faut, mais en tout cas, il faut voir ce qui s'est passé, comment on est arrivé à une situation où, je vous rappelle, le sud du pays a été envahi par une organisation terroriste, et des milliers de nos frères et sœurs sont morts le 7 octobre. C'est pour moi une évidence que ça doit être enquêté, et tous ces petits jeux de politique politicienne pour essayer d'éviter d'arriver à cela, c'est, je pense, dommage. C'est aussi une responsabilité, je crois, d'un dirigeant politique, de prendre des responsabilités, même quand ceci n'est pas bon pour votre avenir politique. À un moment donné, c'est aussi l'avenir du pays qui doit passer en avant, et l'avenir du peuple d'Israël avant la longévité électorale de tel ou tel leader politique. Alors, une dernière question, je vais vous la poser, et il est probable que je vous la reposerai lorsqu'on se parlera, puisque nous sommes entrés en année électorale. Est-ce que vous êtes candidat dans un des partis, dans une des formations, peut-être le parti de Naftali Bennett? Absolument pas, je ne suis pas candidat, je suis un observateur comme vous de la vie politique, et bon, on verra d'ici les élections, mais je pense que je resterai aussi observateur aux prochaines élections. Bon, mais on va rester là, on verra, on aura l'occasion de vous reposer la question, puisque on n'y est pas encore aux élections. Ça sera probablement entre le mois de juin et le mois de septembre. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Khalfon, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. Et nous allons commencer cette revue de la presse par la mort tragique d'un adolescent orthodoxe hier au cœur de Jérusalem. Le Yediot Aharonot en fait ce matin sa manchette. Le Israël Hayom le mentionne en évidence dans sa première page. Le titre d'emblée fait frémir. Tragédie à Jérusalem. Un adolescent orthodoxe a été tué hier soir
lors d'une manifestation de protestation contre l'enrôlement des élèves des yeshivot. Au cœur de la protestation, l'autobus a écrasé l'adolescent, titre en manchette le Yediot Aharonot. Le jeune garçon de 14 ans, Yosef Eisenthal, a tout simplement été fauché par un autobus qui, au lieu de ralentir devant un groupe de manifestants, a apparemment accéléré. Il faut encore déterminer les circonstances exactes de ce drame, et les images diffusées hier soir sur les chaînes de télévision sont tout simplement insoutenables, puisque l'on y voit le corps du jeune garçon happé contre la partie inférieure de l'autobus et traîné pendant plusieurs centaines de mètres jusqu'à ce que le chauffeur s'arrête face aux cris et aux appels de centaines de passants présents. Les sites d'information confirment que le jeune garçon avait tenté de bloquer la circulation, mais que le chauffeur de bus a apparemment démarré alors que l'adolescent se trouvait à proximité vraiment de l'autobus, de l'avant de l'autobus, ce qui a provoqué le drame. Les journaux et les sites d'information relatent en détail les circonstances de cette mort tragique et superflue. Les journaux ont obtenu la version donc, du chauffeur qui a déclaré « Les manifestants ont voulu me bloquer, j'ai voulu m'éloigner d'eux. Il a reconnu avoir été sous pression à la suite d'insultes de manifestants qui lui ont craché à la figure et l'ont bloqué. Un témoin affirme que le chauffeur a, avant de démarrer, appelé la police pour expliquer qu'on était en train de le bloquer. Il a ensuite vu ce témoin, le chauffeur, démarrer et très vite, il a vu un jeune orthodoxe qui était plaqué contre le bas de l'autobus et traîné donc sur plusieurs centaines de mètres avant d'être écrasé par les roues du véhicule. Tout cela s'est passé lors d'une importante manifestation de plusieurs milliers d'orthodoxes contre l'enrôlement dans Tsahal, une manifestation organisée par les mouvements les plus radicaux du monde orthodoxe. Et les journaux passent sans trop de tact de cette mort tragique aux tensions au sein de la coalition autour du vote de la loi sur la conscription des élèves des yeshivot, avec une information importante. Tsahal a l'intention d'accentuer l'arrestation d'orthodoxes réfractaires au service militaire, mais cela ne se fera pas dans les villes orthodoxes, en particulier de crainte que les policiers ne soient pris pour cible par la population civile. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à la situation en Iran et le journal titre « Les leaders du régime iranien sont pris au piège ». La protestation continue à s'étendre 11 jours après son déclenchement. On parle de plusieurs centaines de foyers de protestation sur l'ensemble du territoire iranien et le pouvoir à Téhéran a décidé de durcir sa répression. Au total, 35 personnes ont été tuées par la police des gardiens de la Révolution et un policier a également été tué par les manifestants. Mais en Israël, on estime que l'on est encore loin de la chute du régime iranien et que les mollahs ne donneront pas l'ordre d'attaquer Israël pour détourner l'attention des protestations internes, comme cela avait été envisagé au cours des derniers jours. En page intérieure, le journal affirme en titre que des policiers iraniens auraient applaudi les manifestants dans l'une des villes où se sont produites ces protestations. Qu'écrivent les éditorialistes à propos de la situation de tension donc en Iran. Yossi Yehoshua dans l'Yediot Aharonot croit pouvoir affirmer que s'il n'y avait pas eu le mouvement de protestation en Iran, Israël aurait déjà probablement lancé une offensive contre le Hezbollah au sud Liban, une offensive qui était déjà prévue d'avance. Yehoshua précise même que Netanyahou aurait déjà reçu un feu vert américain pour mener une telle offensive donc au sud Liban. Avi Ashkenazi dans le Maariv considère que le Hezbollah se prépare à une nouvelle confrontation et que dans Tsahal on a décidé d'accentuer une campagne médiatique visant à exercer des pressions sur des États clés afin que le Hezbollah puisse être totalement éradiqué. Donc au sud Liban, dans le Israël Hayom, Dana Sameach, qui est expert du dossier iranien, écrit dans son commentaire sur la situation « L'Iran est à la croisée des chemins. La question n'est plus de savoir si le régime survivra, mais à quel prix et surtout quelle société iranienne sortira de ce mouvement national de protestation ». Fin de citation. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une double page à un développement assez stupéfiant, surtout après le 7 octobre. Le Yediot nous explique en effet comment Israël permet au Hamas de continuer à contrôler une partie de la bande de Gaza. Côté israélien, Tsahal a reconnu que durant l'année 2025, le Hamas a réussi à faire entrer dans ses caisses des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en provenance essentiellement de la vente de denrées alimentaires et de la poursuite de la contrebande via la frontière égyptienne. Aujourd'hui, le Hamas posséderait entre 400 millions et 1 milliard de shekels de biens dans la bande de Gaza. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, Ravia Handekalou
se penche sur les violences au sein du secteur arabe israélien. Il faut souligner que depuis le début de l'année 2026, il y a 7 jours à peine, 8 Arabes israéliens ont été tués au cours de règlements de compte au sein de la pègre arabe israélienne. Et Ravia Hamdekalou, qui est avocate arabe israélienne et directrice du Centre pour la promotion sécuritaire au sein du secteur arabe, déplore bien évidemment ce fléau. Elle pointe, comme le font d'ailleurs de nombreux notables arabes israéliens, un doigt accusateur en direction du gouvernement de Binyamin Netanyahou qui, selon eux, ne lutte pas comme il le faut face à cette pègre et qui préfère faire confiance aux pitreries, dit-on, ou écrit-elle, de Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale. Mais ce n'est pas tout. Ravia dénonce aussi le silence du camp libéral israélien et elle écrit « Ceux qui veulent défendre la démocratie doivent aussi lutter en faveur des droits des citoyens arabes israéliens et certainement pas moins qu'à l'indépendance des tribunaux israéliens. » Et à propos de Ben-Gvir, sachez que le Yediot Aharonot publie ce matin une caricature de Guy Mourad qui fait froid dans le dos. On y voit Binyamin Netanyahou en train d'enlacer Itamar Ben-Gvir alors qu'ils sont tous les deux plongés dans un bain de sang. Et Netanyahou de dire « Comment pourrais-je limoger un ministre aussi brillant que toi ?» Allusion à la demande de la conseillère juridique du gouvernement Galit Barab Miarat de limoger Itamar Ben-Gvir. Et puis le Maariv se penche sur Michael Rapaport, qu'il définit comme le comique juif qui rend fou le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. En effet, le Maariv précise que Michael Rapaport a décidé de durcir son combat contre le nouveau maire de la ville et il a donc l'intention de briguer d'ores et déjà le poste de maire de New York lors des prochaines élections. Une démarche qui suscite d'emblée de nombreux commentaires et des joutes entre partisans et opposants à Michael Rapaport. Et puis pour terminer, les médias israéliens souhaitent un Mazal Tov à l'un des plus célèbres chanteurs de l'État d'Israël. Il s'agit de l'incontournable Yoram Gaon qui s'est marié hier à l'âge de 86 ans avec celle qui est sa compagne depuis plus de 15 ans. Elle s'appelle Ella Loza, elle a 55 ans. C'est le Rishon LeZion, le Rav Shlomo Moshe Amar qui a célébré le mariage. Il est intéressant de souligner qu'Ella Loza a fait son alia de Riga en 2001 et qu'elle a appris l'hébreu en particulier grâce aux chansons de celui qui allait donc devenir son mari. Mazal Tov. C'est la fin de cette revue de la presse. La presse internationale était en ébullition il y a quelques jours. En effet, Israël a annoncé envisager l'interdiction d'accès à la bande de Gaza pour 37 organisations humanitaires internationales. Alors de prime abord, cette décision peut paraître brutale, difficile à comprendre et presque choquante. Pourtant, comme souvent lorsqu'il ça concerne Israël, on ne nous donne qu'une partie de l'information. Et c'est ce qu'on veut cacher qui est parfois beaucoup plus éclairant que ce que l'on montre. À Jérusalem, les autorités ont affirmé avoir de bonnes raisons de se méfier de certaines ONG, y compris certaines très connues comme Médecins sans frontières. C'est donc un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli, a affirmé dans un courrier qu'il a adressé aux médias que des enquêtes sécuritaires ont établi que des employés d'organisations humanitaires opérant dans la bande de Gaza ont été directement impliqués dans des activités terroristes. C'est le cas de Médecins sans frontières, qui est présenté comme un exemple emblématique. Israël démontre qu'en juin 2024, un employé de cette ONG a été identifié comme membre du djihad islamique palestinien. Quelques mois plus tard, en septembre, un autre salarié de Médecins sans frontières a été reconnu comme étant un sniper du Hamas, ni plus ni moins. Les autorités reprochent à l'ONG de ne pas avoir transmis, malgré des demandes répétées, des informations complètes sur l'identité et les fonctions de son personnel, et on peut bien comprendre pourquoi lorsqu'on voit de quoi il en retourne. D'autres exemples sont avancés, notamment le cas de Médecins sans frontières Belgique. Alors, Médecins sans frontières Belgique employait un homme qui n'était autre qu'un haut responsable du djihad islamique palestinien spécialisé dans les roquettes. Un autre salarié aurait affiché publiquement son soutien au FPLP, organisation classée terroriste, faut-il le rappeler. Concernant Médecins sans frontières France, les accusations sont d'une autre nature. Elles portent sur des appels répétés de l'ONG à des embargos sur les armes à destination d'Israël, la participation de cette organisation à des événements pro-BDS et des accusations répétées contre Israël de génocide ou encore de nettoyage ethnique, des positions
qui sont donc jugés incompatibles, selon Israël, avec le principe de neutralité qui sied à toute organisation humanitaire. Alors il faut préciser que cette décision du gouvernement israélien ne tombe pas dans le vide, dans un vide juridique, puisqu'il existe un cadre réglementaire israélien selon lequel une licence d'activité peut être retirée pour plusieurs motifs. Parmi eux, le soutien des campagnes de délégitimation de l'État, des actions judiciaires intentées contre des soldats israéliens, la négation de la Shoah, la négation du massacre du 7 octobre. On comprend bien donc que les ONG humanitaires visées par Israël répondent à ces critères. La loi autorise également, il faut ajouter, le refus de licence aux organisations considérées comme pro-BDS. Et donc là, Médecins sans frontières rentre dans cette catégorie. Alors le résultat, c'est que concernant Médecins sans frontières, aucune des 4 sections de cette ONG, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas, n'a obtenu d'autorisation pour opérer à Gaza dans l'année qui vient. Les autorités affirment que ces branches n'ont pas fourni de liste complète de leur personnel local, comme l'exigent les règles en vigueur. Alors, Médecins sans frontières, bien sûr, se défend. Il dénonce une décision qui priverait des centaines de milliers de Palestiniens de soins essentiels, ce à quoi Tsahal répond qu'en réalité, sur le terrain, ces organisations ne représentent qu'environ 1% de l'aide humanitaire. Donc, on peut donc comprendre que 99% de cette aide va continuer à entrer via les ONG agréées, même si Médecins sans frontières et les 36 autres organisations visées par Israël ne sont plus agréées. Alors, les autorités israéliennes insistent, il ne s'agit pas de remettre en cause l'aide humanitaire elle-même. À ce stade, il y a encore 23 ONG internationales qui continuent d'opérer dans Gaza et l'aide humanitaire continue à entrer sans interruption. Et c'est là qu'intervient une autre problématique, puisqu'en toile de fond, il y a une autre réalité qui pèse bien lourd aussi sur les décisions israéliennes et sur la situation à Gaza. En effet, les sources sécuritaires israéliennes soulignent que le Hamas exploite l'augmentation massive de l'aide humanitaire pour renforcer son pouvoir civil et économique. Le volume d'aide humanitaire ne cesse d'augmenter. Il est passé d'environ 50 000 camions en 2024 à 70 000 en 2025. Et qui en profite en premier lieu? Le Hamas. Le Hamas qui contrôle les entrepôts, les points de distribution, les marchés, qui prélève des taxes et qui utilise tous ces fonds pour recruter, payer des terroristes et reconstruire ces mécanismes de contrôle. Alors, la condamnation israélienne a donc été, une fois de plus, rapide et facile. On commence à avoir l'habitude. Et il suffit de procéder à une analyse à peine plus approfondie pour comprendre et pour arriver à la conclusion très claire que ces ONG, loin d'être neutres, représentent un risque sécuritaire majeur pour Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Claude Klein. Professeur Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous vous avons sollicité parce que nous voulions avoir votre réaction aux propos tenus samedi soir par un homme que vous connaissez bien. Il s'agit du professeur Aaron Barak, ancien président de la Cour suprême. C'est un ami, voilà. Ancien président de la Cour suprême, qui a, dans une vidéo qui est devenue entre autres virale sur les réseaux sociaux, eh bien, a encouragé, on va dire, les manifestants qui protestaient à l'occasion du 3e anniversaire de l'annonce de la réforme judiciaire par le ministre de la Justice, Yariv Levin. Mais il a fait des déclarations qui ont, on va dire, surpris pour certains. La déclaration qui, on va dire, qui a le plus été répercutée, c'est le fait qu'il a dit que l'État d'Israël n'était plus aujourd'hui une démocratie libérale. Et il a rajouté qu'en fait, ou peut-être pour expliquer ce terme, tous les pouvoirs étaient concentrés chez un seul homme aujourd'hui, à savoir Binyamin Netanyahou, le Premier ministre. Alors, je voudrais d'abord avoir votre réaction sur cette déclaration. Est-ce que vous adhérez pleinement à ce qu'a dit le juge Aaron Barak? Écoutez, j'émettrai une petite nuance, mais cette nuance, je vous le dis tout de suite, je l'ai entendue de Barak lui-même, auquel j'ai parlé avant de venir parler ici, et il me dit ceci: oui, la démocratie israélienne est en danger, elle est en très grand danger, pour les raisons qu'il a évoquées, et on en parlera, mais je n'ai pas encore dit, dit-il, et je suis d'accord avec cette formule, que la démocratie israélienne n'existe plus. Elle est en danger parce que plus rien ne peut arrêter
ce qui semble se passer, et en particulier, une chose importante pour lui, pour moi aussi, lorsqu'il dit que le pouvoir judiciaire est incapable à lui seul d'arrêter cette dégradation. Alors, je vais essayer de me faire l'avocat de ceux qui ne pensent pas comme le juge Aaron Barak et probablement comme vous, et qui disent, regardez, pourquoi aujourd'hui la démocratie israélienne serait en danger, puisque il y a le pouvoir politique d'un côté, la Knesset, le gouvernement, et puis il y a le pouvoir juridique, et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir juridique, il est lui très totalitaire, on va dire, c'est lui qui, d'une certaine manière, empêche, entrave l'activité du gouvernement. On l'a vu la semaine dernière, la Cour suprême s'est immiscée ou a pris des décisions concernant de multiples sujets, comme par exemple interdire la fermeture de la radio de l'armée israélienne, comme par exemple interdire aux contrôleurs de l'État d'enquêter sur les affaires sur les événements du 7 octobre, comme par exemple geler une décision concernant le virement de plusieurs centaines de millions de shekels aux instituts, on va dire aux instituts éducatifs orthodoxes. Et là, on va faire finalement pour un citoyen lambda comme on peut l'être, eh bien, on a le sentiment que c'est exactement le contraire. Si il y a aujourd'hui, on va dire, une forme de totalitarisme, elle vient de la Cour suprême, pas de la part du gouvernement. Non, alors je crois que là, c'est une mauvaise interprétation. Cela dit, je suis prêt à commencer par une remarque générale. Nous avons, depuis le milieu des années 80, une Cour suprême activiste. Oui. Une Cour suprême activiste, c'est-à-dire une Cour suprême qui a tendance à intervenir alors que autrefois, elle n'intervenait pas. Et cela se manifeste par deux côtés d'intervention. Le premier, c'est celui qui consiste à dire qu'elle intervient même dans des affaires qu'on pourrait juger politiques, alors qu'autrefois on disait que lorsque c'est purement politique, ce n'est pas justiciable selon les termes américains. Et la deuxième face à laquelle je fais allusion du changement de la jurisprudence de la Cour, c'est qu'elle admet aujourd'hui que tout le monde peut s'adresser à la Cour. Il ne faut pas ce qu'on appelait autrefois, ou ce qu'on appelle en France encore, un intérêt spécifique pour agir. Voilà. Alors maintenant, oui, la Cour intervient, mais la Cour intervient parce qu'elle a le sentiment que le gouvernement, la Knesset, et en particulier le gouvernement, semble intervenir dans les affaires publiques sans le moindre contrôle, sans la moindre limite. C'est pourquoi la Cour intervient. Alors prenons un exemple. D'abord, je vous corrige sur un tout petit point. La Cour n'a pas encore remis en question l'arrêt de Galei Tzahal. Elle a simplement dit, nous allons examiner, voilà un recours, nous allons l'examiner, nous allons voir s'il y a des raisons valables à le faire. Alors que l'autre côté, on aurait attendu qu'on vous jette, ça ne vous regarde pas. Bien Oui, non, mais ce n'est pas vrai. par exemple, le professeur Créin, elle s'est également mêlée de la nomination du général David Zini au poste de chef du Shin Bet, alors que d'après les commentaires de la loi pure, eh bien, le gouvernement était habilité à limoger, à limoger Ronen Bar et à nommer David Zini. Oui, mais c'est vrai pour beaucoup de décisions, mais je vous donne un autre exemple qui a été un exemple extrêmement illustratif. Lorsque ce gouvernement qui est en place à l'heure actuelle, donc en janvier 2023, a voulu nommer Monsieur Derry comme ministre. Et il y a eu quelqu'un qui s'est adressé à la Cour suprême en disant, voilà, ça n'est pas possible de nommer ce monsieur Derry. Le gouvernement a le droit de nommer un membre du gouvernement, il suffit qu'il soit majeur français et israélien, pardon, et vacciné, si je puis dire. Mais Monsieur Derry vient de passer 3 4 ans en prison, et il y a encore des affaires contre lui. Ça n'est pas raisonnable de le nommer. Et la Cour a admis cela, et la nomination de Monsieur Derry a été remise en. Et il n'est plus membre du gouvernement, même s'il participe à toutes les réunions du gouvernement. Alors il faut dire que oui, la conception que l'on a dans le monde entier, n'est-ce pas, de la justice, c'est que c'est la dernière référence pour juger un certain nombre de choses qui, autrement,
partirait à volo. Alors, il ne faut pas exagérer, et je suis prêt à vous concéder une petite remarque aussi. Il m'est arrivé de penser, je ne l'ai pas toujours dit, mais de le penser, que la Cour suprême est allée un peu loin dans son interventionnisme. C'est Peut-être, assez rare, mais elle a par exemple tendance à intervenir. peut-être par exemple en cassant des lois fondamentales. Alors là, pour les lois fondamentales, il y a deux choses pour lesquelles elle a fait une véritable révolution. J'en suis d'autant plus fier que c'est moi qui suis à l'origine de cette révolution. La Cour le dit dans son arrêt de novembre 1995. N'est-ce pas, notre pays n'a pas de constitution. Il n'est pas arrivé, la Knesset n'est la première assemblée qui s'appelait Assemblée constituante, qui a changé de nom au bout de 3 mois en s'appelant Première Knesset. Eh bien, elle a décidé de ne pas adopter tout de suite une constitution, mais de le remettre à plus tard en disant ceci dans la résolution. La commission de la Knesset sur les lois adoptera des lois fondamentales, les unes après les autres, qui seront réunies plus tard pour former la Constitution. Voilà. Et alors, on a commencé à faire ces lois fondamentales à partir de 1958. Il y en a eu 7 ou 8. Et à ce moment, on s'est posé la question, est-ce que ces lois fondamentales sont supérieures aux lois ordinaires? Et finalement, donc en novembre 1995, la Cour a dit oui, elles sont supérieures, on peut annuler une loi. Alors après, elle est allée encore plus loin, 2, 3 ans après, non, 20 ans après, pardon. C'est par hasard, c'est par hasard, le 95, c'est par hasard lorsque le président de la Cour suprême était Aaron Barak, c'est cela, hein, plus ou moins. C'est Aaron Barak qui était président de la Cour suprême, oui. Ça, oui, Ouais, il était président depuis 3 mois voilà. lorsque ça a été. Oui, absolument, absolument. Et alors plus tard, après bien qu'il ait quitté déjà la Cour suprême, puisqu'on quitte la Cour suprême à l'âge de 70 ans, lesquels il les a eus en septembre 2006, eh bien la Cour suprême a décidé conformément à je dirais, une jurisprudence mondiale à l'heure actuelle ou qui se développe, qu'on peut même annuler une cour constitutionnelle, si elle est une cour constitutionnelle, annuler des lois constitutionnelles qui modifient la Constitution chez nous, c'est-à-dire des lois fondamentales qui modifient une loi fondamentale. Ça va vraiment très très loin et Israël l'a fait. Alors, finalement, aujourd'hui, puisque vous vous référez très loin dans l'histoire de l'État d'Israël, il y a des juges. Je citerai par exemple même le premier président de la Cour suprême, Zemmoura, parce que j'ai fait un peu de devoir pour voir les citations, ou même Moshe Lando, ou même Menachem Elon, qui était l'adjoint d'Aaron Barak au poste de vice-président de la Cour suprême, qui disait ce n'est pas de notre devoir d'empiéter sur ce que fait le pouvoir législatif ou ce que fait le pouvoir exécutif. Il faut respecter, on va dire ce que disait Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Or, Non, là, non, alors, finalement, ce qui s'est passé à travers l'activisme juridique d'Aaron Barak et de tous ses successeurs, y compris du juge Yitzhak Amit aujourd'hui, eh bien, c'est que justement, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et donc, non, non. la démocratie israélienne, elle ne respecte pas ce principe de base de la démocratie. Écoutez, non, 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 je ne suis pas d'accord et je vais vous le dire en 2 phrases très simples. On peut résumer tout ce que fait le droit ou doit faire le droit, c'est de faire en sorte qu'une norme supérieure, ou plutôt qu'une norme inférieure, ne soit jamais contraire à une norme supérieure. Alors ça peut être un arrêté municipal qui doit pas être contraire à un arrêté d'un préfet en France, par exemple. Mhm. Donc, et donc il faut une institution qui dira si oui ou non la norme inférieure, l'arrêté municipal par exemple, n'est-ce pas, est contraire ou conforme à la loi supérieure. Alors chez Mais nous, alors, en quoi la Cour suprême est habilitée à le dire? À partir du moment où il s'agit de sujets qui sont purement politiques. non, non, elles sont pas, ça n'est pas forcément politique. Ce sont des Excusez-moi de vous le décisions du dire, gouvernement, un gouvernement de il droit. y a dans le monde 90% des pays démocratiques ont institué ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Et il y Mhm. a deux moyens de l'instituer. Il y a le moyen, je dirais, français et il y a le moyen anglo-américain, américain surtout. Le moyen français, c'est de créer une cour constitutionnelle, Oui. n'est-ce pas?
La Cour, voilà, et ça existe maintenant en Mais Espagne, cette en Cour Allemagne, constitutionnelle, etc. on le sait, elle est composée d'hommes politiques à la retraite, on va Non, pas dire. du tout. En Ah, France, en France, le ce sont des président juristes. Non, non. Et Laurent Fabius, on sait très bien qui est Laurent Oui, oui, Fabius. mais normalement, il y a toujours trois, quatre, il y a 9 membres, plus les membres, les anciens présidents de la République, qui sont membres à vie, et il y a toujours des professeurs de droit, etc. Et donc, par contre, il y a ce qu'on appelle le système anglo-saxon. Nous sommes, nous, dans le système anglo-saxon, parce que c'est l'Angleterre qui était ici, et dans ce pays, dans ces pays, comme surtout les États-Unis, le Canada, etc., la Cour dit, voilà ceci. Il y a une constitution, on suppose que la loi fondamentale est une constitution, il y a une loi, elle est supérieure, la loi fondamentale, il est normal, il est naturel, il est de notre devoir, dit la Cour, de contrôler, d'assurer la supériorité de la loi qui est au-dessus des lois ordinaires. Et c'est ça, c'est ceci qui s'est passé et qui a constitué ce qu'on appelle la révolution constitutionnelle de 1995, qui, par accident, je dirais, et c'est un accident assez bizarre parce qu'elle est arrivée la semaine où Rabin a été assassiné. Mhm. Alors du coup, on a parlé de la mort de Rabin, tout le monde parlait, vous aussi je suppose, mais on ne parlait plus de la décision de la Cour suprême, de cette décision qui n'a pas vraiment eu à l'époque, donc il y a 30 ans de cela, n'a pas eu beaucoup d'écho. Oui, elle n'a pas eu beaucoup d'écho et elle s'est faite surtout, on va dire, pas d'un commun accord avec l'ensemble de la population, elle s'est faite de manière arbitraire à C'est pas l'initiative du... arbitraire. Il y avait 9 juges, il y avait 9 juges, et il y en a que 6 qui ont voté pour. Je reviens à ce que à un sentiment qui règne aujourd'hui j'espère que vous n'êtes pas étanche au ressentiment de nombreux Israéliens et qui se reflète à travers les derniers sondages. Le dernier sondage dit qu'aujourd'hui, 48% seulement des Israéliens font confiance à la Cour suprême. C'est extrêmement bas pour une institution qui aurait dû être très consensuelle, qu'il était à l'époque, jusqu'à l'époque d'Aaron Barak, peut-être même après, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Si elle ne l'est plus du tout, ça veut dire qu'il y a un ressenti, ça veut dire qu'il y a une partie du peuple qui se sent discriminée par l'activité de la Cour suprême. Non, écoutez, je conteste un peu, non pas le chiffre, mais les raisons du chiffre. Vous voyez, Ah, il y a une image que j'aime beaucoup. Vous avez une personne sur laquelle tout le monde jette de la boue, et au bout de une semaine que tout le monde lui a jeté de la boue, on vient lui dire, ah ben tu es sale. Alors voilà, on a jeté de la boue sur la Cour suprême depuis un certain nombre d'années. Alors maintenant, évidemment, dans le public, effectivement, la confiance a un peu diminué, mais et elle est finalement, encore. peut-être que la Cour ne récolte que ce qu'elle a semé, qu'à partir du moment où elle s'implique dans des dossiers qui sont à caractère politique, elle prend une part. Elle ne le public peut interpréter cela comme un positionnement politique, pas comme un positionnement juridique. Et Oui, c'est bon, aussi simple que écoutez, ça. ça se discute, mais je dirais que dans tout système juridique, surtout libéral, il faut une institution qui puisse départager, interpréter, ça s'appelle d'ailleurs en réalité l'interprétation de la loi, n'est-ce pas? Et oui, mais L'interprétation de la loi est une fonction l'interprétation de la judiciaire. loi, professeur Klein, vous n'êtes pas sans savoir que l'interprétation de la loi, par exemple, dans les 15 juges, auprès des 15 juges de la Cour suprême, elle est différente chez un juge conservateur ou chez un juge libéral, ultra-libéral. Et que de facto aujourd'hui, ce que l'on Absolument. reproche C'est la raison pour laquelle à un moment, on avait parlé, ça va être amusant à entendre, n'est-ce pas? On avait parlé de créer sur un système d'ordinateur, n'est-ce pas? Vous mettez la loi supérieure, vous mettez la loi inférieure, elle vous dira si oui ou non il y a contradiction entre les deux. Non, c'est pas possible parce qu'il s'agit non pas d'une intelligence artificielle, si j'ose dire, oui. mais il s'agit d'une intelligence humaine qui doit dire si oui ou non telle chose. Alors, je vous donne un exemple très, très simple, n'est-ce pas, de recours pour excès de pouvoir en France. Il y avait une loi qui disait qu'on ne peut pas construire là où il y a une perspective monumentale.
Oui. Alors très bien, il y a eu une autorisation qui a été délivrée, place Beauvau à Paris, là où est le ministère de l'Intérieur. Et quelqu'un est allé à la cour en disant, attention, là c'est une perspective monumentale, vous ne pouvez pas construire. Donc la cour devait dire, le Conseil d'État en France, c'était même pas la Cour constitutionnelle, devait dire si oui ou non la place Beauvau est une perspective monumentale. Vous voyez, c'est une question qui se pose partout. Les choses ne peuvent pas se traiter par des machines. Et, dans le même ordre d'idée, le fait que, par exemple, aujourd'hui, on ait décidé, par exemple, vous nous disiez que la Cour suprême, les fondements, on va dire, du droit israélien sont dans le droit britannique. On pourrait légitimement se demander pourquoi les fondements du droit israélien ne sont pas aussi dans le droit hébraïque. Et pourtant, Aaron Barak, qui reconnaît lui-même ne pas avoir pratiqué la Gemara, eh bien, avait dit de manière assez fière, tout de suite, quelques mois après avoir été désigné président de la Cour suprême, qu'il avait neutralisé, on va dire, tout l'apport de son adjoint, le juge Menachem Elon, en termes de droit hébraïque. Et aujourd'hui, les juges activistes, on va dire libéraux, eh bien, ne s'embarrassent pas du juge, on va dire, du droit hébraïque. Ils sont surtout dans le droit occidental, le droit américain ou britannique. Ça me paraît normal. Je regrette. Pourquoi? Ça me paraît tout à fait normal. Le droit hébraïque est quelque chose de très beau, de très intéressant, mais ce n'est pas un droit qui peut être appliqué au 21e siècle et en tout cas à des personnes qui n'y croient pas et n'en veulent pas. Et c'est quand même, je le dis, je permets de le dire, la majorité du peuple. Alors, une dernière question, parce qu'on pourrait discuter ensemble longtemps. Finalement, vous n'avez pas l'impression, d'une certaine manière, que la Cour suprême, elle s'est accaparée un mandat, alors que ces juges n'ont jamais été élus, et qu'elle prive le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui a été élu du même mandat de pouvoir gouverner, et qu'il y a là un déséquilibre entre ceux qui ont été élus par le peuple, c'est-à-dire selon le principe de base de la démocratie, et ceux qui n'ont pas été élus par le peuple et qui s'accaparent un pouvoir qui est peut-être au-delà on va dire, de l'entendement et au-delà de ce qui devrait être. Il y a très peu de pays au monde où les juges sont élus. Il y en a un peu aux États-Unis, mais pas à la Cour suprême. Il y en a un peu en Allemagne, mais c'est assez rare. Et heureusement, Mais il y a très parce peu de que pays au monde où la Cour suprême est aussi présente dans des affaires controversées. oui, en Allemagne, absolument. Et aux États-Unis, alors, elle interdit l'avortement, ensuite elle fait ceci, elle fait cela. Elle a lutté contre l'apartheid aux États-Unis, etc. Non, la Cour suprême américaine a fait beaucoup de choses. Actuellement, d'ailleurs, il y a une bataille énorme autour de cette Cour à cause de M. Trump, mais lequel a une certaine majorité pour l'instant. Encore une question. C'est-à-dire, si la Cour suprême, elle est composée, on l'a dit, d'une quinzaine de juges. Certains sont ultralibéraux et activistes, hein, comme l'était Aaron Barak. D'autres sont plus conservateurs. Le jour où, on va le dire, par la règle, on va dire, par une règle du temps ou de la compétence, du talent, eh bien, il y aura dans la Cour suprême une majorité de juges qui seront des juges conservateurs. Euh, Est-ce que vous, professeur Klein, vous continuerez à la considérer comme le dernier rempart de la démocratie, ou alors vous direz, ah ben non, 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 la Cour suprême, elle était le dernier rempart de la démocratie lorsqu'il s'agissait lorsqu'il y avait une majorité de juges libéraux, comme on en a peut-être fait allusion le juge Aaron Barak. Mais quand l'ensemble des juges, la majorité, eh bien, sont conservateurs, eh bien non, elle n'a plus la même légitimité. Oui, écoutez, on a le droit de critiquer la Cour, on a le Ah, droit de critiquer un arrêt de la Cour, tout à c'est pas fait. Mais antidémocratique de critiquer critiquer la le Cour. système en lui-même, et s'il y avait, il arrive souvent que la Cour en Israël rende des arrêts avec lesquels personnellement je suis en désaccord profond, mais je ne remets pas en cause l'existence de la Cour ni son pouvoir. Eh bien, on en restera là. Merci beaucoup, professeur Klein, d'avoir accepté Je de vous en répondre prie. à nos questions, en particulier à la suite
donc de ces déclarations du juge Aaron Barak, qui est votre ami, donc que vous connaissez depuis des dizaines d'années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je Je le rappelle à notre connais depuis auditeur qui... 60 ans, Comment? depuis mon arrivée en Israël. Depuis 50, voilà, au moins. Voilà, Voilà. et je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous avez été le doyen de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci, professeur Claude Klein, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Au revoir. Alors bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est journaliste, écrivain, syrien et réfugié politique en France. Dans son dernier essai, Les complices du mal, Omar Youssef Souleiman accuse une partie de la gauche française d'avoir fermé les yeux, voire pire, sur l'islamisme et l'antisémitisme au nom de la cause palestinienne. C'est un livre dur, dérangeant, mais qui pose des questions essentielles. Alors, des questions, nous en avons justement pour notre invité, Omar Youssef Souleiman, bonjour. Bonjour. Vous écrivez dans votre livre, Les complices du mal, donc, que le 7 octobre n'a pas seulement été un massacre, mais un révélateur. Alors, révélateur de quoi, selon vous, en tout cas dans la société française? C'était un révélateur de, comment dire, de la vérité des gens, tout simplement, c'est-à-dire de différents partis politiques. Moi, ce qui m'a tellement choqué le 7 octobre, c'était la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui a considéré le massacre de Hamas comme une violence contre une autre violence. Oui, c'était comme une réaction pour lui. Oui. Et le lendemain, la France insoumise a publié un communiqué de presse pour confirmer cette parole. C'était ça l'alerte pour moi, c'était ça la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'était pour aussi mettre l'alerte. Oui, parce qu'en fait, le massacre de Hamas a divisé le monde, a divisé les Français. Ça, ce qui était dur, parce qu'on avait déjà des problèmes, des radicalisations islamistes, des radicalisations même d'ultra-droite, d'ultra-gauche, etc. Donc, 7 octobre, c'était l'outil pour diviser et les politiciens, mais aussi surtout la société, les catégories françaises, et surtout chez les jeunes. Donc la France insoumise, c'était le pire parmi tous ces gens-là, ceux qui ont instrumentalisé ces mouvements pour leur propre intérêt. Quand on lit votre livre, on se rend compte donc que certains militants parlent au nom des Palestiniens, mais qu'ils reprennent en fait, comment dire, mot pour mot finalement la rhétorique du Hamas. Alors, à quel moment, selon vous, cette solidarité, elle bascule dans la complicité? Il bascule dans la complicité à travers justement l'intérêt politique. C'est-à-dire, quand on considère la cause palestinienne comme un sujet à instrumentaliser pour ses propres intérêts, c'est là où il commence la différence entre la solidarité et l'instrumentalisation. Et quand on se manifeste surtout, et ça c'est très important, oui, quand on se manifeste à Paris ou ailleurs avec des associations islamistes, antisémites, sans réserve, comme Urgence Palestine ou comme Perspective musulmane, et les manifestants répètent ces slogans, ou même pire, ils organisent ces manifestations, c'est-à-dire la plupart de ces manifs que j'ai infiltrés pour écrire mon livre Les complices du mal, c'était soit organisé par Urgence Palestine, soit par la France insoumise eux-mêmes, soit par les deux, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une association comme Urgence Palestine autrement, je veux dire, des slogans antisémites, islamistes, comme par exemple Omar Al-Soumi, le directeur d'Urgence Palestine, il salue le déluge de l'Aqsa, le déluge de l'Aqsa, c'est le massacre de Hamas, il l'a fait le 5 octobre 2024. Et donc, il y avait aussi des députés de la France insoumise dans la même manifestation. Quand, par exemple, Omar Al-Soumi lui-même, il appelle à l'intifada dans la même manifestation et dans d'autres manifs aussi, où il y avait des députés de la France insoumise, etc. Il y a beaucoup, en fait, quand Rami Shas, militant pour cette association qui dit que les seuls porte-parole légitimes des Palestiniens sont ceux qui sont dans les tunnels de Gaza, aujourd'hui, autrement dit, le Hamas, et en même temps, il y avait ces députés de la France insoumise qui répètent des slogans
Quand il y a, bon, bref, là, je répéter vraiment je peux citer beaucoup d'exemples, mais bref, je veux dire que c'est ça, pour répondre à votre question, une fois qu'on se manifeste avec ces associations, en adoptant leur discours, ça veut dire on soutient le Hamas, et pas la cause palestinienne comme une cause noble. On a entendu dans ces manifestations énormément de slogans, donc de slogans qui flirtaient pas même, qui étaient les deux pieds dans l'antisémitisme. Et on avait également donc des slogans qui assimilaient Israël aux nazis. Est-ce que pour vous, il y a encore une petite étincelle de différence entre antisionisme et antisémitisme au sein de cette pensée? D'abord, ceux qui ont associé Israël aux nazis, c'était pareil, c'était le 7 octobre, c'était une penderie, que je l'ai filmé d'ailleurs, une penderie levée par une dame, place au Clichy à Paris, que j'ai publié dans le livre, qui dit qu'on n'oubliez pas ce que les nazis ont fait avec vous et ne le faites pas avec les autres. Ça, c'est horrible. Vraiment le pire antisémite de publier telle phrase. Donc, par rapport à la différence entre l'antisionisme et l'antisémite, à mon avis, l'antisionisme et l'anti-Israël surtout, car on appelle par exemple à rayer Israël de la carte, en disant que Israël ne doit pas exister, Palestine, de l'eau à l'eau. Seul le slogan, hein, vous voyez, de l'eau à l'eau, Palestine, d'Almaïa, je le dis en arabe, d'Almaïa, Palestine, Arabia, ou de fleuve à la mer, Palestine et arabe. Ça veut dire Israël ne doit pas exister. Ça veut dire le sionisme ne doit pas exister. Ça veut dire que ce pays qui s'appelle Israël, dont l'habitant représente 75% sont juifs, ne doit pas exister. Donc si c'était pas ça l'antisémitisme, alors qu'est-ce que c'est? Car on appelle à tuer des millions de juifs en Israël. Alors qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Et évidemment quoi c'est l'antisémitisme. À mon avis, être antisioniste, ça veut dire on est antisémite. C'est très simple. Vous montrez aussi dans votre livre comment le discours victimaire finalement vient justifier cette violence islamiste. Et alors, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, ce récit séduit autant une partie de la jeunesse française? Parce qu'en fait, ça marche. Alors d'abord, pourquoi ils l'adoptent? Pourquoi la France insoumise, il l'adopte à le récit des frères musulmans, celui du discours victimaire, parce qu'ils veulent être cohérents avec eux d'un côté et d'un autre côté. Ça fonctionne bien parce que quand on joue les victimes, on adresse aux émotions des gens, vous voyez. Et c'est ça, souvent les radicaux, ils le font, hein, vous voyez. C'est pas seulement la France insoumise. Et du coup, et surtout chez les jeunes, ça fonctionne très bien parce que quand on se présente comme tout ce qu'on pratique comme violence, comme agression, comme par exemple le 7 octobre du Hamas, c'était qu'une réaction contre une violence, on crée un sort de solidarité et on justifie ces pratiques extrêmement radicales, même criminelles, comme vous voyez. Et d'un côté. D'un autre côté, on crée un sort de sympathie chez les Français et surtout les jeunes. Et pourquoi surtout les jeunes? Parce que les jeunes, ils ont grandi, les jeunes Français d'aujourd'hui, ils ont grandi dans une idée de se culpabiliser en tant qu'anciens colonialistes, qu'ils ont appris à l'école qui a été changée, hein, il y a des dizaines d'années. L'ancienne génération a incarné dans leur esprit comme quoi que vous êtes les coupables du malheur du monde parce que vous êtes les colonialistes, vous êtes les descendants de colonialistes, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Et du coup, aujourd'hui, d'un côté, ils souhaitent rattraper cette culpabilité. Ils souhaitent être solidaires pour dire que non, nous, on n'est pas coupables, c'est pas de notre faute, excusez-nous. Parce qu'ils font ce lien entre ce que la France a fait en Algérie et ce que Israël fait aujourd'hui à Gaza. Ça, c'est d'ailleurs, ça c'est au cœur du discours de Rima Hassan pour manipuler les jeunes, qu'elle l'a dit texto. Elle a dit que ce que la France fait à Algérie, là je cite pas, hein, mais c'était dans ce sens, c'est Israël fait à Gaza et ça fonctionne extrêmement bien, surtout chez les jeunes ici en France et surtout aussi chez les jeunes descendants d'origine algérienne. Oui, parce qu'ils ont aussi cette mémoire comme quoi qu'on est refusé et on ne veut pas du tout que ce soit répété. Ou disons, on est comme quoi que les Palestiniens revivent
une diaspora à Gaza, une colonisation à Gaza. Donc ça, c'est par rapport aux jeunes. Donc ça marche très bien de les séduire de cette manière. Oui. Et ça s'est fait exprès quand même. On va parler peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus générale de ce qui se passe aujourd'hui, on va dire, dans le monde et dans le monde musulman, le monde arabe, au regard du changement de pouvoir en Syrie et des bouleversements qu'on peut observer actuellement en Iran, hein, des différentes manifestations de ce pouvoir qui semble peut-être en mesure de vaciller. Est-ce que vous croyez cette fois-ci en un vrai printemps arabo-perse? Il faut aussi vraiment faire la différence de ne pas mettre dans le même sac Musul les Perses et les Arabes. Oui, Non, c'est pas du tout pareil, malheureusement. Alors d'abord, par rapport à la Syrie, puisque je suis d'origine syrienne, je suis allé d'ailleurs le mois de janvier, il y a un an, le mois de janvier 2025, après la chute du régime d'Assad, parce que j'ai passé 13 ans sans pouvoir y aller. Du coup, je trouve aujourd'hui, malheureusement, je suis un peu pessimiste par rapport à la Syrie, parce que le nouveau pouvoir, il pratique une autorité islamiste sur place. Il pratique la censure individuelle sur la liberté des gens, la censure sur la liberté individuelle des gens. Il pratique aussi l'esprit totalitaire islamiste. Ça, c'est pire. Par exemple, regardez les nouveaux billets syriens, l'argent syrien qui vient oui. d'être imprimé actuellement. Mais c'est ça la Syrie? C'est ridicule quand même. Quand on voit ces billets, quand on voit des billets où il est écrit par exemple de citron, de blé. La Syrie est un pays qui a plus que 5000 ans. La Syrie, il y a plein de civilisations. On a Palmyre, on a les Grecs qui sont passés ici. Là-bas, on a les Romains, on a euh, Oui, on a d'ailleurs, Israël a d'ailleurs été Babel, traversé par les Bulgarie. mêmes empires. Justement, vous voyez, donc la Syrie, c'est énorme, vous voyez, donc c'est bas du citron. Donc ça, c'est l'esprit salafiste qui souhaite se débarrasser de toute civilisation et pour lui-même, c'est interdit de dessiner une tête d'un être humain, quelque part. Bon, ils sont malades, ces gens, vous voyez. Ils sont malades, ils sont intégristes, ils sont salafistes. Par Alors rapport à justement, l'Iran, comment on peut imaginer justement un rapprochement entre la Syrie de Djoulani et Israël aujourd'hui? ça va être réalisé, vous allez voir, à mon avis, parce que ça va être réalisé par la sécurité. C'est pas parce que Jolani a le volonté de le faire, mais il n'a pas le choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est pressé. C'est-à-dire, les États-Unis lui mettent la pression pour faire tel accord avec Israël, d'un côté et d'un autre côté. Israël, en tant qu'un pays euh, tellement moderne, tellement fort, on ne peut pas jouer avec Israël d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si Jolani va continuer de faire des conneries, frapper, il a appris la leçon aujourd'hui, à mon avis. Oui, il a appris la leçon de Hezbollah, le chef de Hezbollah, il a appris la leçon de chef de Hamas, etc. Comme quoi, Israël, c'est pas un pays, c'est pas, comment dire, un groupe comme ça, on peut les envahir, on peut les frapper n'importe quand on souhaite. Et regardez ses discours auparavant. Ses discours auparavant, il a dit texto que notre objectif, ce n'est pas arrêter à Damas, mais aller vers Jérusalem, pour libérer Jérusalem Oui, des Juifs et des oui, Israéliens. tout à fait. Donc aujourd'hui, il est au pouvoir. Et il sait bien qu'il ne peut pas jouer avec Israël. Et donc, il va, à mon avis, à mon avis, faire un accord avec Israël parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais en même temps, il faut jamais lui faire confiance, ni lui, ni ses entourages. Moi, je parle de la part des Israéliens. Parce qu'au bout d'un Oui, moment, les islamistes, ils pratiquent le taqiyya actuellement. Ça veut dire la dissimulation. C'est-à-dire, ils jouent les sympathies, etc. Lorsqu'ils deviennent forts, ils ont la possibilité et à ce moment-là, ils doivent attaquer. Donc, ils vont attaquer Israël. Ça, c'est dans leur objectif, c'est sûr et certain, dans leur esprit, mais pas maintenant, c'est sûr. Donc, par rapport à l'Iran, c'est vraiment un autre sujet, un autre monde, parce que le peuple Oui, iranien, c'est non, un peuple oublié. Perse, tout à fait. Le peuple perse est un peuple éveillé, c'est un peuple d'une d'une civilisation énorme. Et voyons aujourd'hui les slogans répétés dans les rues iraniennes, à quel point ils sont unis aussi, vous voyez. Et c'est un autre contexte.
Et du coup, à mon avis, on attend un printemps iranien depuis des années. Je ne sais pas si ça va être réalisé avec les manifestations actuelles ou pas, mais je suis beaucoup plus optimiste pour l'Iran comme pour la Syrie. D'accord. Donc à suivre de près tous ces développements. Effectivement, ça va être tout le défi d'Israël, c'est de manœuvrer avec un homme comme Joulani et toute cette idéologie qui avance masquée en réalité. Je vais vous poser donc une dernière question, Omar Youssef, avant de vous laisser repartir à vos affaires. Une question peut-être un peu plus personnelle d'ailleurs. Vous avez fui l'islamisme en Syrie. Quand on a parlé des différentes alliances politiques qu'on peut observer aujourd'hui en France, est-ce que vous avez parfois le sentiment d'un déplacement de l'islamisme en Occident? Est-ce que vous avez peur de revoir sous votre nez ce que vous avez un petit peu laissé derrière vous finalement? Déjà, je le vois, hein. Pour vous, c'est déjà là. Déjà dans toutes les manifestations que j'ai infiltrées pour l'année dernière et celle d'avant pour la Palestine à Paris, je n'avais pas vraiment l'impression d'être en France de Voltaire. J'avais l'impression d'être en Syrie ou en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, parce que j'ai grandi en Arabie Saoudite une partie de ma vie. Surtout au début des années 2000, pendant l'intifada d'Al-Aqsa, c'était l'intifada, la deuxième intifada, où au Moyen-Orient, des grandes manifestations étaient organisées en appelant à détruire Israël, en, en rendre hommage au Hamas et aux autres groupes, au Hezbollah par exemple, pour aller encore plus loin à détruire Israël. Après toutes ces années, j'ai entendu exactement le même slogan plusieurs fois ici, en France, à Paris, place de la République, en disant Ya Hassan Yallah, Ya Hassan, Mishan Allah, Ya Hassan Yallah. Ça veut dire des manifestants s'oubliaient Hassan Nasrallah enfin, l'ancien chef de Hezbollah, pour aller encore plus loin pour détruire Israël. Et Bako, hein, il y a plein d'autres slogans en français et en arabe. Donc on est déjà là. Et par rapport aux slogans, mais aussi par rapport à l'ambiance et l'esprit. Donc pour vous, il n'y a pas de marche arrière possible. On a déjà C'est basculé. pas une question de marche arrière. Il y a des pratiques possibles. Il y a du travail à faire. Je veux dire, il faut travailler sur deux domaines, à mon avis. Sur faire des enquêtes, c'est-à-dire révéler la vérité de ce qui se passe aujourd'hui pour les Françaises et les Français et tout le monde. Et deuxièmement, cultiver la laïcité chez les jeunes. Cultiver la laïcité chez les jeunes. C'est un vaste projet qui a été un petit peu abandonné ces dernières années. Ouais. Tout à fait. Bah, écoutez, on sera certainement, je l'espère, amené à se reparler, notamment, vous l'avez évoqué, pour l'Arabie Saoudite, qui va aussi faire partie de ce grand développement régional. On est loin d'en avoir fini avec les surprises dans la région. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention sur Studio Kalita et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleiman. Au revoir.